quelques mots pour vous présenter quand même les REJ, l'espace de réflexion éthique Grand Est, et notamment le site d'Appui Lorrain que nous représentons. Les REJ est appuyé sur 3 sites différents. Donc on a un site en Champagne-Ardenne qui est à Reims, on a un site en Alsace qui est à Strasbourg, et puis nous-mêmes qui sommes sur Nancy. Alors notre équipe, elle est assez restreinte. Hein. Donc on est au complet. On est quasi au complet. On a juste Florence qui est au téléphone, qui garde le téléphone et les mails pendant qu'on est ici. Voilà, donc une toute petite équipe. Nos missions. Eh bien, nous sommes acteurs de la formation universitaire, c'est-à-dire que nous donnons des formations notamment dans les masters MOS, et puis quand on nous demande aussi d'intervenir sur différentes formations. Nous sommes également un lieu de documentation, donc sur place à Nancy, au CHU, là où nous sommes installés, on a un centre de documentation qu'on partage avec le comité d'éthique du CHU de Nancy, et ce centre de documentation est uniquement dédié à l'éthique. Voilà, donc si vous faites des recherches, vous avez besoin de documentation, n'hésitez pas à nous solliciter. On est aussi un lieu de rencontre et d'échange interdisciplinaire. On facilite les échanges, on peut apporter un soutien méthodologique, logistique et documentaire. On facilite la valorisation scientifique des travaux. On a mis en place aussi un observatoire des pratiques éthiques. C'est une enquête que nous avons menée entre janvier et mars de cette année. Nous allons prochainement publier les résultats sur les pratiques éthiques au sein des établissements hospitaliers ou ESMS. Est-ce qu'il y a des comités d'éthique qui se mettent en place? Comment ça fonctionne? Est-ce qu'on travaille l'analyse de pratiques? Nous sommes également organisateurs des débats publics, notamment avec le CCNE, Comité consultatif national d'éthique. Nous avons beaucoup travaillé sur la fin de vie, et là nous nous préparons à travailler sur les états généraux de la bioéthique. Ce sera début 2026. Nous avons également des missions de partage de connaissances. Nous travaillons notamment avec les lycéens. Nous les avons vus cette année pour travailler sur le don d'organes. Alors, comment nous suivre et suivre nos travaux? On a un site internet qui s'appelle erej.fr. On a une newsletter trimestrielle qui s'appelle Écoéthique, sur laquelle vous trouvez différentes informations. Ça peut être autant des articles que du partage de lecture ou de partage de médias. Nous avons également une chaîne YouTube sur laquelle vous trouvez les captations des différents événements auxquels nous avons pu participer ou les webinaires que nous avons organisés. Nous avons également un espace sur Calaméo sur lequel vous allez pouvoir trouver les documents que nous avons rédigés. Nous avons notamment fait un document sur la pérédance et également pas mal de bibliographies. Nous avons également une page LinkedIn. N'hésitez pas à venir nous suivre, Erej Lorraine. Voilà, mais nous sommes ici pour vous parler des directives anticipées de la personne de confiance. Et auparavant, on voulait faire un petit point sur l'autodétermination et le consentement notamment. Alors, de nombreux travaux ont été effectués sur l'autodétermination. Ceux que j'ai retenus, ce sont ceux de Weymeyer, qui reste une référence sur le sujet. Et sa définition est la suivante. C'est l'ensemble des habiletés et des attitudes chez une personne lui permettant d'agir directement sur sa vie en effectuant librement des choix non influencés par des agents externes indus. Et cette définition, c'est celle qui a été reprise par la HAS dans ses recommandations de bonne pratique 2022. Alors, l'autodétermination, elle implique 4 caractéristiques essentielles qu'on peut appeler piliers. Tout d'abord, l'empowerment psychologique. Et là, ce concept fait référence aux différentes dimensions de la perception de contrôle exercée par une personne. Elle va impliquer notamment le sentiment d'efficacité personnelle et la motivation. C'est apprendre et utiliser ses habiletés de résolution de problèmes, ainsi que développer le sentiment de perception de contrôle sur sa vie. En bref, c'est se sentir capable. Voilà le premier pilier. Le deuxième pilier, c'est l'autonomie comportementale. Elle ne définit pas à elle seule l'autodétermination, mais elle lui est nécessaire et même indispensable. C'est lorsqu'une personne agit en accord avec ses intérêts, ses préférences et aptitudes de manière indépendante, sans influence externe exagérée. Le troisième pilier, c'est l'autorégulation.
c'est quoi? C'est l'aptitude qui permet aux individus d'examiner leur environnement et leurs ressources pour décider d'une action, évaluer les conséquences de cette action et pour finir, si nécessaire, réviser leur choix. Ça veut dire s'organiser. Et pour terminer, le 4e pilier, c'est l'autoréalisation. Et qu'est-ce que c'est que l'autoréalisation? Eh bien, c'est connaître ses forces et ses faiblesses pour maximiser son développement personnel. Et cette connaissance de soi, elle va s'améliorer tout au long de la vie en fonction des expériences qu'on va vivre. On pourrait alors se dire que ce concept d'autodétermination se résume à avoir un contrôle sur sa vie et donc, implicitement, signifier que les personnes ayant des besoins de soutien importants ne seraient donc pas capables d'être autodéterminées. Mais là, Weymeyer précise que l'élément essentiel de l'autodétermination, ça n'est pas le contrôle, mais le fait que la personne agisse volontairement, c'est-à-dire qu'elle pose l'acte de faire un choix conscient. C'est ce qu'il appellera être agent causal dans un environnement soutenant. Au sein du concept d'autodétermination, on peut mettre en avant une nécessité du consentement ou de l'assentiment lorsque le consentement n'est pas possible. Celui qui donne son consentement exprime son oui ou son non à quelque chose. Un oui et un non qui peuvent effectivement être la manifestation active de sa volonté et de son désir, donc l'autodétermination, mais qui peuvent aussi tout simplement être l'expression d'une envie ou alors même une acceptation tiède d'une proposition qui émane d'autrui. On parlera alors de consentement forcé. Consentir, c'est toujours un moyen pour l'individu de manifester son opinion, son point de vue et ses préférences. Et c'est pouvoir empêcher que quelqu'un d'autre décide à notre place ou nous impose une décision nous concernant. Au point que ne pas prendre en compte le consentement de quelqu'un ou ne pas le respecter signifierait exercer sur cet individu une violence d'ordre physique ou symbolique. Personne ne peut imposer aux autres sa propre vision du monde et de la vie. Forcer quelqu'un à faire quelque chose qu'il ne souhaite pas faire, ce serait donc ne pas le respecter. Même si l'on arrive à faire faire à quelqu'un d'autre ce que l'on considère comme juste, on ne pourra jamais forcer quelqu'un à adhérer à ce qu'il n'a pas lui-même considéré comme juste et donc choisi. Le chemin d'une vie épanouie passe nécessairement par une existence autonome qui obéit aux convictions et aux valeurs de chacun, ou du moins la plus autonome possible, si nous prenons en considération l'influence des normes sociales, culturelles qui nous entourent. Le concept d'autodétermination est inséparable de la notion de liberté et de l'accès aux droits. Pour les personnes en situation de vulnérabilité, la notion de liberté se confronte souvent à celle de pouvoir. L'amplitude de la liberté est maîtrisée par d'autres, les professionnels, la famille, qui ont parfois un pouvoir décisionnaire. Il existe donc, de par ces faits, une relation d'asymétrie. Mais ce qui permettra à cette relation asymétrique de fonctionner, eh bien, c'est la confiance. Et ce n'est que lorsque l'acteur le plus vulnérable a confiance en l'autre et que celui-ci n'abuse pas de la confiance reçue qu'il peut espérer obtenir des avantages du positif de la relation qui va s'instaurer. La confiance est ce qui amène quelqu'un à s'en remettre à quelqu'un d'autre afin de réaliser un objectif ou un but. Cet objectif ou ce but étant défini par la personne vulnérable elle-même. Ce qu'une relation de confiance doit toujours éviter, c'est la possibilité d'un abus de confiance, notamment de la part de celui qui se trouve dans une position privilégiée. Alors, quelques exemples pour illustrer ce que je viens de vous dire. Je voulais vous parler du vécu d'une personne en situation de handicap. Elle se déplace en fauteuil roulant et est accueillie en EHPAD. Cette personne se déplace chaque jour vers la gare pour aller se fournir en tabac dans les cendriers, mais aussi pour échanger avec les voyageurs.
Le chemin qu'elle emprunte pour se rendre à la gare n'est pas conventionnel. Au lieu de prendre les espaces prévus pour les piétons, le chemin est très en pente. Elle circule sur la route au niveau d'un rond-point. À plusieurs reprises, des personnes viennent raccompagner cette résidente jusqu'à l'EHPAD en exprimant des inquiétudes quant à la manière dont les résidents sont pris en charge. Il ne faudrait pas permettre à cette personne âgée de se rendre seule à la gare. Mais il est impossible pour le personnel de la structure d'accompagner cette dame lors de ses sorties. De plus, cette dernière refuse de se plier aux exigences d'un planning qui permettrait un meilleur encadrement. Madame C sort quand elle l'entend, mais elle est toujours de retour pour les repas au sein de la structure. Il a été nécessaire au personnel de l'EHPAD de mettre en avant la précieuse liberté d'aller et de venir des résidents auprès de la population du quartier. Certains pensaient sans doute qu'être résident en EHPAD impliquait de ne pas pouvoir en sortir. Favoriser l'autodétermination des personnes vulnérables, c'est aussi une manière de les prendre en soin en valorisant leurs capacités. C'est s'interroger sur qui est l'autre sans se fier aux filtres et jugements hâtifs que je pourrais plaquer sur eux. Je peux ici prendre l'exemple d'une personne âgée, hospitalisée pour un désordre biologique assez courant après un passage par les urgences. Vais-je prendre en considération la désorientation passagère de cette personne? Comment vais-je lui proposer sa toilette? Systématiquement au lit, avec une aide complète du fait de sa lenteur et des nécessités de service? Vais-je échanger avec elle afin de mieux connaître ses capacités et ce qu'elle désire faire? La situation est la même pour la proposition du repas. Vais-je la laisser seule devant son plateau ou me renseigner auprès d'elle pour savoir si le contenu est adapté et si elle est en capacité de manger seule? Si elle nécessite une aide pour ouvrir les contenants, pour manger, ou simplement si elle sera plus à l'aise avec une cuillère au lieu d'une fourchette. Cette attention à l'autre nécessite un peu de temps que les soignants n'ont pas toujours, mais il faut savoir ne pas effacer ce temps, même s'il est réduit. Le pire serait de se servir de ce manque de temps réel comme d'une excuse pour limiter ou supprimer l'autodétermination du patient. Alors j'ai quelques exemples d'initiatives qui favorisent l'autodétermination, notamment le langage FALC, facile à lire et à comprendre, où des personnes en situation de handicap intellectuel de 8 pays d'Europe qui se sont réunis en 2009 pour concevoir et écrire les règles de ce langage. Ensuite, le baromètre Handifaction, qui est un baromètre national qui mesure l'accès aux soins des personnes en situation de handicap. Le questionnaire est disponible sur le site internet d'Handifaction. Il est complété par les personnes concernées et par leurs aidants. Dans ce qui concerne l'autodétermination, sur le baromètre de juillet 2025, on peut relever certaines questions spécifiques. Avez-vous posé des questions lors du soin ? Les personnes répondent oui à 80%. Avez-vous eu des réponses? Oui à 87%. 6% oui, mais je n'ai pas compris les réponses. Un autre exemple, la charte Robin-Jacob, qui est rédigée en 2014 et qui a aujourd'hui plus de 7000 signataires. Elle favorise l'accès aux soins et la santé des personnes en situation de handicap et on y retrouve par exemple valoriser l'image que la personne en situation de handicap perçoit d'elle-même, exprimer ses besoins, faciliter le recours aux technologies de l'information et de la communication. Et une version FALC a été rédigée en 2015. Promouvoir l'autodétermination, c'est permettre et développer une société inclusive. Promouvoir une société inclusive, c'est avoir pour objectif de tout d'abord développer les 4 piliers d'autodétermination pour mieux se connaître et s'autodéterminer. Le travail de l'accompagnant sera d'aider à sortir des limitations environnementales. Il s'agit pour cela d'explorer les possibles,
comme par exemple trouver une alternative à la communication verbale si la personne n'a pas accès à la parole, ne pas prendre la parole à sa place. Ensuite, adapter l'environnement au maximum pour favoriser l'expression des personnes, l'approche devant être le plus possible individualisée. C'est proposer un apprentissage à pouvoir gérer sa vie, tant dans l'habitat que le travail, la santé, les loisirs, qui se fait dès le plus jeune âge, mais aussi tout au long de la vie. Cet apprentissage se construit dans les interactions et nécessite que l'entourage proche, la famille et les professionnels soient aussi capables de s'autodéterminer et de se montrer autrement capables pour soutenir la personne en situation de vulnérabilité. S'autodéterminer, c'est passer de la soumission à la coopération pour construire conjointement un projet individuel et personnel. C'est donner la première place à la personne vulnérable et lui donner les moyens de s'exprimer au sujet de ce qu'elle veut pour elle. Voilà, je vous remercie. Alors on va aborder le sujet des directives anticipées et de la personne de confiance. C'est deux choses qui sont tout à fait complémentaires. Je commence par les directives anticipées. Les directives anticipées, elles ont 20 ans cette année, comme la loi Leonetti, puisqu'elles ont été créées par la première loi Leonetti. Et après, elles ont été modifiées de façon variable, soit par des décrets d'application, soit par la deuxième mouture de la loi Leonetti en 2007. Qu'est-ce que représentent les directives anticipées ? Ça, c'est très important qu'on cadre bien ça, parce que les gens ne comprennent pas toujours le contenu des directives anticipées. Dans des directives anticipées, vous mettez un consentement ou une limitation à des soins que vous recevriez si vous n'êtes pas conscient. On est d'accord que les directives anticipées, dès lors que vous êtes conscient, je ne les regarde pas, je m'adresse à vous, forcément. Ça n'existe que si vous n'êtes pas conscient. En revanche, si vous êtes inconscient, c'est prioritairement les directives anticipées qu'on va regarder. Devant tout, devant la personne de confiance, devant les proches, c'est vos directives anticipées qui comptent. Donc évidemment, pour moi qui suis médecin, c'est hyper important, les directives anticipées. Et il faut que vous les ayez rédigées en comprenant bien la portée de ce que vous mettez dans vos directives anticipées. La directive anticipée, c'est un aboutissement, c'est un développement, c'est un prolongement du consentement aux soins. Le consentement, ça, c'est la loi Kouchner 2002. Toute personne a le droit de refuser un soin. Elle doit consentir aux soins qui lui sont proposés par le médecin. C'est extrêmement important parce que dans des directives anticipées, vous ne mettez pas ce que vous voulez. Ça, c'est pas dans la loi. Je veux être réanimé. Ça, c'est pas une directive anticipée. Je ne veux pas être réanimé. Le médecin propose un soin qui est la réanimation. Vous avez le droit de refuser ce soin et de le refuser dans toute directive anticipée. Ça va être particulièrement important si on est dans une situation qu'on appelle limitation ou arrêt de traitement en réanimation. Ça, c'est la loi Leonetti de 2005. Qu'est-ce qu'a défini la loi Leonetti de 2005 ? Elle a défini l'obstination déraisonnable. Ce qu'on appelait avant l'acharnement, ce que les familles appellent toujours l'acharnement thérapeutique. C'est quoi l'obstination déraisonnable ? C'est quand... Alors, je vais vous dire ce que dit la loi. Je ne sais pas si je l'ai mis plus tard. C'est quand les soins sont inutiles, disproportionnés ou n'ayant d'autres objets que le maintien artificiel de la vie. Alors, les juristes ne sont pas très contents avec ce libellé parce que inutile et disproportionné, c'est pas un truc qui est défini de façon extrêmement précise. C'est ce qu'a voulu Leonetti. C'est que sa loi laisse une marge d'interprétation.
Mais qui dit marge d'interprétation, évidemment, dit que différents docteurs ont différentes interprétations et que différents juges ont différentes interprétations. Ce qui est inutile, vous et moi, on n'a pas forcément le même avis sur ce qui est utile et sur ce qui est inutile. Est-ce que la démission de François Bayrou, c'est utile ou inutile ? Je peux vous dire qu'il y a 574 gugus qui n'avaient pas le même avis sur la question. C'est pareil pour les soins. C'est pas si facile que ça de déterminer ce qui est utile et inutile. Et mon point de vue de docteur, il n'est pas forcément du tout le point de vue de la famille. Je vais vous donner un excellent exemple. Vous avez peut-être des enfants dans la salle, j'imagine, en tout cas certains d'entre vous probablement, parce que tout le monde n'est pas hyper jeune. Un jour, votre enfant, il sera peut-être malade, il sera peut-être dans le coma, et il sera peut-être dans un coma dont on ne peut pas le sortir. Ça veut dire qu'il n'aura plus jamais de contact, il sera dans un lit, il sera alimenté avec des médicaments, par une sonde dans le nez, par une sonde au niveau du ventre. Est-ce que ça, c'est utile ? Moi, je trouve que c'est inutile. Le législateur qui a écrit la loi Leonetti, il trouve que c'est inutile. Quand vous regardez cette situation d'une façon neutre, la plupart des gens trouvent que c'est inutile. Et la plupart des directives anticipées que j'ai eues entre les mains disaient « Je ne veux pas être une plante verte ». Mais la maman de cet enfant-là, elle ne l'entend pas toujours de cette façon-là. J'ai beau lui dire « Votre enfant ne récupérera jamais », elle me répond « Moi, tant que son cœur bat, ça me suffit ». Alors l'enfant, il n'a pas le droit de rédiger des directives anticipées, mais vous, si vous n'avez pas envie d'être dans cette situation, il faut l'exprimer par écrit. Et il faut qu'on le sache. Parce que c'est les directives anticipées qui représenteront votre témoignage si jamais vous n'êtes pas capable de vous exprimer. Alors, une directive anticipée, c'est écrit, c'est daté et c'est signé. Signé, c'est pas gribouillé, c'est signé. Il faut que ça soit facile. Alors, c'est signé. Donc le truc, tapé sous traitement de texte, qui n'a pas de signature, valeur 0. Il faut que vous le signiez manuscrit. Les avocats et les légistes qui vous disent le mieux, c'est que vous l'écriviez à la main. Parce que là, on pourra identifier votre écriture, alors que la signature, c'est pas toujours facile. Mais en tout cas, c'est sûr qu'il faut un élément manuscrit minimal. Ça a une validité illimitée. Là, je pense que le législateur avait picolé un coup de trou quand il a écrit ça. En 2005, les directives anticipées, c'était valable 3 ans. Et en 2016, pour une raison qui m'échappe, mais vraiment totalement, ils ont décidé de les rendre illimitées. Donc vous écrivez des DA, des directives anticipées à 35 ans, et vous les oubliez dans un coin. Peut-être qu'à 60 ans, vous ne voyez pas la vie de la même façon, ou à 70, si vous les avez oubliées. Et pire, si elles sont conservées de façon numérique et que vous les avez complètement oubliées, elles ne représenteront pas forcément ce que vous pensez 30 ans après. Franchement, je trouve que les mettre illimités, c'est un truc qui n'est pas raisonnable, mais enfin, bon, la loi est la loi, c'est illimité. En revanche, vous avez le droit de les annuler immédiatement quand vous voulez. Il faut juste qu'il y ait une trace de cette annulation, mais vous pouvez les annuler. La question à $1 million, c'est où je les conserve. Il y a plein d'endroits qui sont une mauvaise idée. Le médecin traitant, c'est une très mauvaise idée. Donc, les médecins traitants, j'en connais plein. Du 23 décembre au 2 janvier, ils sont injoignables. Et donc, malheureusement, les accidents vasculaires cérébraux, les accidents de la route, ça prend un malin plaisir à arriver la nuit, le 15 août, le 24 décembre. Il y a plein de moments où c'est extrêmement difficile de joindre un médecin traitant. Donc, ce n'est pas une très bonne idée, le médecin traitant. La personne de confiance, si vous en avez désigné une, c'est une bonne idée.
Et il y a un truc qui, pour l'instant, est une idée moyenne encore, c'est mon espace santé. Alors d'abord, il y a des gens, on va faire un petit micro-trottoir, parce que j'aime bien, là. Qui a activé mon espace santé dans la salle? Ah, pas mal. Pas mal, mais pas unanime. Ok. Parmi le groupe qui a activé mon espace santé, qui a écrit ces directives anticipées dans mon espace santé? D'accord. Extrêmement minoritaire déjà. Pourtant, là, c'est une bonne idée, sauf que moi, là, au 9 septembre 2025, au CHU de Nancy, je n'ai pas accès à mon espace santé. Donc, c'est une bonne idée, mais pour l'instant, c'est mal appliqué. Et la meilleure idée que vous ayez, c'est de les garder sur vous. Parce que là, quand vous allez rêver dans le coma, eh bien, les infirmières vont faire ce qu'on appelle un inventaire, et on va les trouver, vos directives anticipées. Alors évidemment, si elles font 12 pages, c'est pas très très pratique, mais si elles sont assez laconiques, sur une page, elle croit déjà raconter pas mal sa vie, gardez-les sur vous, dans votre portefeuille, on les trouvera. Alors les directives anticipées, depuis la loi Leonetti 2016, c'est écrit dans la loi qu'elles s'imposent aux médecins. Mais, 2 points à la ligne tirée. Il y a un certain nombre de circonstances qui nous donnent le droit d'outrepasser vos directives anticipées. Les cas d'urgence. Donc ça, c'est un vrai problème parce que les gens qui nous disent « je ne veux pas être intubé », souvent la décision d'intubation, c'est une décision d'urgence. Les directives anticipées ne s'appliquent pas à cette situation. Vous êtes victime d'un accident de la route, il faut vous sauver alors que vous n'avez peut-être pas envie. La directive anticipée ne s'applique pas. Et il y a une autre circonstance où on a le droit d'outrepasser les directives anticipées, c'est quand elles sont manifestement inappropriées. Ça, j'aime autant vous dire que manifestement inapproprié. 3 personnes, 3 interprétations différentes de ce qui est approprié et de ce qui n'est pas approprié. Si on ne les respecte pas, on doit réaliser une procédure collégiale, c'est-à-dire qu'il faut au moins 2 personnes pour un collège minimum, et pas quelqu'un tout seul. Par exemple, c'est un problème pour le SAMU en EHPAD. Ils sont appelés à 2h du matin, les directives anticipées soit n'existent pas, soit paraissent inappropriées au médecin SMUR. Il ne peut pas décider tout seul de quoi faire et de ne pas quoi faire. Il doit au minimum en référer à un second médecin. Donc il a le régulateur au bout du fil, qui lui ne voit pas le patient, mais souvent dans l'EHPAD, il n'a pas d'autres personnes avec qui il discute. Mais s'il n'applique pas les directives anticipées, il doit faire une procédure collégiale minimale. Le majeur protégé et les directives anticipées. Le majeur protégé, il est libre de rédiger les directives anticipées pour toutes les situations en dehors de la tutelle. Donc, habitation familiale, curatelle, sauvegarde de justice, il est libre de rédiger ces directives anticipées. En revanche, s'il est sous tutelle, il doit obtenir l'autorisation du juge de tutelle et du conseil de famille. Quelque chose qui peut concerner le handicap, c'est l'incapacité physique à rédiger les directives anticipées, alors qu'on est dans une capacité cognitive. Donc ça, les directives anticipées, elles peuvent être rédigées par un tiers. Mais si elles sont rédigées par un tiers, il faut 2 témoins qui attestent que ça représente bien la volonté de la personne. Évidemment, vous avez le droit de changer d'avis. Et c'est ça une des faiblesses des directives anticipées, encore plus quand elles sont illimitées. Un petit exemple qui s'est passé il y a quelques années, qui a défrayé la chronique comme ça, vous voyez que... Un patient à Dijon réclame à l'Élysée le droit de mourir dans la dignité. Ça, c'est dans la presse. Et dans la presse aussi, le même patient a décidé de vivre et de continuer son combat.
Ici, on est le 25 août. Et ici, on est le 11 septembre. Donc, si, entre-temps, il avait fallu prendre une décision conforme aux directives anticipées du 25 août, ça représentait plus son avis du 11 septembre. Pourquoi c'est très important? Parce que, vous savez que la loi elle est en train d'évoluer, qu'il y a une première mouture qui a été validée par l'Assemblée nationale sur l'élargissement des conditions d'accès à l'aide à mourir en France. Et cette temporalité, c'est vraiment très important parce que dans le désir de mort, il y a une variabilité qui est très importante. Tous les gens qui font des soins palliatifs le savent. Donc il ne faut pas que la loi, elle nous force à faire des choses à toute vitesse. Il faut qu'on prenne son temps, c'est quand même une décision qui n'aura pas de retour en arrière. Et donc cette décision, il faut prendre le temps de mûrement la réfléchir. Un petit sondage auprès des Français plus 50 ans. Alors, il y a ceux qui ont mis leurs directives anticipées dans mon espace santé, ils sont 4, mais les autres, qui a rédigé des directives anticipées dans la salle? Il y a les 4 qui ont levé la main tout à l'heure, et les autres? Une de plus. 5. Non, mais parler, moi, c'est ça. Ah non, mais ça n'existe pas, parler. Ah non. Alors là, je vous rassure, là, parler, ça n'existe pas. On va le voir, c'est encore pire pour la personne de confiance. Il n'y a pas de désignation parler. D'accord? Votre carte d'identité, elle n'est pas parlée. Quand la police vous demande votre identité, elle vous demande votre carte d'identité, elle ne vous demande pas de vous dire qui vous êtes. Hein. Donc, pour décider de votre vie et de votre mort, vous comprenez qu'il me faut un document écrit. Donc, pas parler. Pareil pour votre personne de confiance. Toute la journée, j'ai des gens qui me disent bah, « Moi, je suis sa personne de confiance. » Non. Montrez-moi le papier. Oui. Est-ce qu'on peut mettre aussi les dons d'organes dedans pour les directives anticipées? En principe, non. En principe, non. Il n'y a pas de consentement explicite aux dons d'organes en France. Mais vous posez une question extrêmement intéressante et au premier trimestre 2026, on va organiser, Bénédicte et moi, sur l'agglo nancéienne, des débats sur la modification du don d'organes parce que le premier trimestre de je fais une apportée qui n'a rien à voir là, mais c'est vous qui me posez la question. C'est l'occasion. Le premier trimestre 2026 se tiendront en France, partout, ce qu'on appelle les états généraux de la bioéthique. Et donc, c'est une consultation de la population en prémisse à des modifications de la loi de bioéthique. La dernière, c'est 2021, elle a fait couler beaucoup de salive avec la mesure la plus emblématique de cette loi de 2021 qui était la PMA ouverte aux couples de femmes ou aux femmes seules. Donc, ça avait été précédé par des états généraux de la bioéthique et en 2026, il y aura de nouveaux états généraux de la bioéthique qui seront les prémices de la future loi de bioéthique. Avec le bordel qu'il y a à l'Assemblée nationale en ce moment, je ne peux pas vous dire quand est-ce que ça va arriver, mais il y a quand même un jour, il faudra que dans ce pays, on vote des lois, donc ça finira par arriver. Il se trouve que en Lorraine, on ne peut pas aborder tous les thèmes, on ne peut pas faire des réunions. Vous voyez qu'on n'est que 2, hein, et donc nous, on a choisi le don d'organes parmi les thèmes possibles dans lesquels la loi pourrait être modifiée, et éventuellement, en discutant avec un certain nombre de personnes, un certain nombre de gens de la société civile qui voudraient que le consentement soit explicite. À l'heure actuelle, ce que vous avez le droit de faire, c'est de refuser. Il y a un registre national des refus sur lequel vous pouvez vous inscrire. Il y a 600 000 personnes, or ça fait 1% des Français. Il reste les 99% autres. Pour l'instant, en France, il n'y a pas de consentement explicite. Moi, j'ai vécu 1 an au Québec. Le consentement au don d'organes, il est sur votre permis de conduire. Sur votre permis de conduire. Au Québec, il est renouvelé tous les 2 ans. Donc, c'est un document. Et donc, pourquoi pas sur la carte vitale? Enfin, il y a plein de choses faciles à imaginer. Et au moins, on aurait, plutôt que de demander à la famille qu'est-ce que vous pensez qu'il aurait pensé, enfin, c'est un truc un peu compliqué.
une famille qui est déjà sous le choc de la perte de son proche. Voilà. Il y a plein de gens qui pensent que le consentement explicite, ça serait bien. Il y a des pays où ça fonctionne bien. Voilà, donc bref, si vous voulez avoir un document pour consentir au don d'organes, venez à notre réunion qui sera sur le sujet entre janvier et avril 2026. Je reviens en arrière. Normalement, les directives anticipées, c'est juste les situations que vous refusez en termes de soins. Donc vous n'êtes pas très nombreux à les avoir rédigées. Je peux vous comprendre, parce que moi je vais vous dire, je ne les ai pas rédigées non plus, je vais vous expliquer pourquoi après. Et quand on demande aux Français ce qu'ils veulent, eh bien, grosso modo, ils les connaissent pas bien. Le concept de directive anticipée est connu par un Français sur deux à peu près, de plus de 50 ans. Je ne vous raconte pas les plus jeunes, pour qui c'est assez loin la mort et les directives anticipées. Est-ce que vous avez rédigé vos directives anticipées? 18% des Français les ont rédigées. Donc dans la salle, vous êtes un peu en dessous de la moyenne, messieurs, dames. Déjà 18, c'est pas beaucoup quand même. Ça fait 20 ans que ça existe. 18, c'est pas beaucoup. Et alors, je ne sais pas qui ils ont interrogé, parce que moi, qui dans ma pratique en ai besoin extrêmement régulièrement, s'il y a 3% de directives anticipées, c'est un max de max. Donc je ne sais pas si je tombe sur les gens qui ne vaut pas. Vous ne les avez pas rédigés, vous envisagez de le faire, 30%. Vous ne les avez pas rédigés et vous n'envisagez pas de le faire, 49%. Moi, ça ne m'étonne pas, c'est comme moi, encore une fois. Donc... Et donc, je me considère comme dans la barre rouge. 54% des Français ne souhaitent pas les rédiger. Parmi ceux qui les connaissent, on ne discute pas encore de ceux qui ne les connaissent pas, mais parmi ceux qui les connaissent, il y en a plein qui ne souhaitent pas les rédiger. On va passer. Pourquoi on ne souhaite pas les rédiger? Parce que ce n'est pas très facile de rédiger des directives anticipées. Alors, il y a deux situations. Où vous êtes atteint d'une affection chronique. Vous avez un cancer. Il y a beaucoup de femmes dans cette assemblée. Vous avez un cancer du sein, cancer le plus fréquent chez la femme. Vous avez été opéré. Vous rechutez une fois. Vous avez la chimiothérapie. Vous rechutez 2 fois. Vous avez le droit de dire basta. Là, vous avez une maladie que vous connaissez. Et votre refus du soin, il est bien argumenté et il est compréhensible. Et normalement, des gens normaux devraient, sans problème, accepter cette directive anticipée. Si vous rechutez une énième fois, on ne fera rien puisque vous avez dit que vous ne voulez pas. Mais il y a heureusement beaucoup de gens qui sont globalement en assez bonne santé. En tout cas, qui n'ont aucune maladie qui compromette leur vie. On a tous des petits bobos, mais pas des trucs qui nécessairement compromettent notre vie. Et là, la directive anticipée du genre « je ne veux pas être intubé, je ne veux pas être en réanimation », là, vous refusez un truc, vous ne savez pas à quoi ça correspond en fait, en vrai. Je vais vous donner un exemple que vous allez comprendre très facile. Ça m'arrive de façon assez... pas exceptionnel, ça, en tout cas c'est en ce moment dans le service par exemple, de soigner des gens tétraplégiques. Qu'est-ce que c'est une tétraplégie? C'est une paralysie complète de tout le corps. Parce que vous avez une fracture des vertèbres cervicales en voiture ou au sport. Ou... Voilà, bref, vous êtes fracturé des vertèbres cervicales. Vous ne pouvez plus rien bouger. Si vous y pensez comme ça, tranquille, en bonne santé, une grosse majorité des gens qui vont dire « je ne veux pas être dans cet état-là ». Ce n'est pas le cas des gens qui sont dans cet état-là. En tout cas, pas au bout de quelques semaines. Alors évidemment, le lendemain, quand on leur dit « vous ne bougerez plus jamais », bon, évidemment qu'ils ne sont pas super joyeux. Mais la plupart des gens, au bout de quelques semaines, acceptent le handicap. Alors, je ne dis pas que c'est 100% des gens, mais en tout cas, la plupart des gens acceptent le handicap. Ça s'appelle le disability paradox. Ça veut dire que quand vous êtes dans la situation du handicap, vous ne raisonnez pas pareil.
C'est une chose de dire « jamais je voudrais être comme ça », et c'est autre chose de dire « demain matin, ma vie s'arrête ». Donc quand vous êtes malade, vous ne réagissez pas de la même façon. Et sur le site de la HAS, c'est bien comme ça que sont proposés les formulaires de rédaction des directives anticipées. Du côté gauche, je suis une personne ayant une maladie grave ou en fin de vie. Ben là, vous refusez quelque chose que vous avez mûrement réfléchi. De l'autre côté, je suis une personne qui n'a pas de maladie grave. Et là, évidemment, on va interpréter vos directives anticipées de façon un peu plus circonspecte. J'ai raconté une petite histoire, vraie, l'histoire de Monsieur T. Monsieur T a 55 ans, il est atteint de fibrose pulmonaire évoluée. Fibrose pulmonaire, c'est une maladie assez grave qui limite vos capacités respiratoires de façon forte. Il rédige avec son pneumologue des directives anticipées dans lesquelles c'est marqué qu'il refuse un acharnement, qu'il refuse l'intubation si jamais il fait une décompensation respiratoire. Et ces directives anticipées sont rédigées en présence de sa personne de confiance. Donc là, je suis bien dans la situation que je viens de décrire. J'ai une maladie grave et je refuse un truc que je connais. Évidemment, ça arrive. Évidemment, il fait une insuffisance respiratoire aiguë à cause de sa fibrose et en urgence, les gens l'intubent et le réaniment. À ce moment-là, on s'aperçoit qu'il a des directives anticipées, comme quoi il ne veut pas être réanimé. La personne de confiance dit « oui, j'étais avec lui, il était d'accord ». Et là, il y a un petit flottement dans l'équipe parce qu'ils savent qu'il y a de bonnes chances qu'une réanimation courte marche et qu'on va le ventiler 6-7 jours et qu'on va récupérer ce patient-là. Et les gens, ils ont du mal à arrêter la réanimation d'un patient de 55 ans qui est quand même assez jeune. Cette situation, elle n'est pas du tout exceptionnelle. Finalement, il le réanime. Le patient est ventilé 7 jours, il récupère, il l'excube, il l'interroge. Et là, il dit qu'il n'avait jamais voulu l'absence de réanimation. Il est très content d'avoir été réanimé. Et quand on lui dit « mais votre personne de confiance a dit ça », et il lui dit « mais je ne sais pas pourquoi elle a dit ça, moi je voulais être réanimé ». Alors vous voyez qu'il y a un flottement majeur, alors que franchement, ce type-là, il connaît sa maladie, c'est son pneumologue qui a rédigé les directives anticipées avec la personne de confiance. Bah, vous avez toute raison de les suivre, les directives anticipées. Là. Donc encore une fois, en urgence, il n'y a pas de discussion, on l'intube, on le ventile, mais le lendemain, on a les personnes de confiance, on a les directives anticipées, il ne voulait pas être réanimé, on arrête tout, il décède. Vous voyez à quel point c'est ambivalent quand même. C'est pas noir et blanc les directives anticipées. Alors ça, c'était une discussion qu'on avait rédigée il y a 2 ans sur le sujet des directives anticipées. On considère, le groupe d'éthique auquel j'appartiens considère que pour l'instant, c'est un peu les illusions perdues, les directives anticipées. On a cru ou on croit, il y en a qui croient toujours, que c'est une façon de transmettre notre volonté quand on sera plus capable de l'exprimer. Mais c'est pas si facile que ça. Elles sont très souvent inappropriées. Elles peuvent correspondre à une demande d'acharnement. Il y a des gens qui écrivent dans leur directive anticipée « je veux être réanimé à tout prix ». Mais ça, c'est pas une directive anticipée. Vous pouvez refuser un soin, mais vous ne pouvez pas imposer au médecin un soin. Et il y a un avis du Conseil constitutionnel là-dessus, parce que ça s'est déjà produit, évidemment. Et le Conseil constitutionnel a considéré que la directive était inappropriée. Alors, il y a une opportunité de renouveau, en particulier avec les supports numériques. Et si l'écrit n'est pas suffisamment précis, ou si vous avez du mal avec l'écrit, enregistrez une vidéo. Enregistrez une vidéo avec quelqu'un qui vous posera les bonnes questions, et votre personne de confiance éventuellement, et on aura une idée assez claire de ce que vous voulez, de ce que vous ne voulez pas, sur un document de quelques minutes sur cette vidéo. Donc voilà, c'était une bonne idée. Dans la vraie vie, c'est très difficile à appliquer et ça nécessite un accompagnement dans la rédaction. Et il
Il y a beaucoup de gens qui vont militer dans les années qui viennent pour essayer de créer, Bénédicte fait un atelier sur le sujet, pour essayer de créer un accompagnement à la rédaction, parce que être devant une page blanche et quand vous n'avez aucune idée de ce que c'est un soin, une réanimation, etc., c'est très très compliqué. Et donc il faut une formation à cette rédaction. C'est pas si simple que c'est écrit dans la loi. Alors une bonne façon de faire aussi, c'est de désigner une personne de confiance, pas oralement. Personne de confiance, ça se désigne par écrit. Ça, c'est une bonne façon de faire. Donc, ça n'a pas été créé par la loi Leonetti, ça a été créé par la loi Kouchner de 2002, repris dans la loi Leonetti. Toute personne majeure peut désigner une personne de confiance, qui peut être n'importe qui, et qui sera consultée au cas où elle soit hors d'état d'exprimer sa volonté. Tout le monde connaît le concept? Levez le doigt là qui a désigné la personne de confiance? Encore moins que les directives anticipées. Tous ceux qui ont levé le doigt, vous l'avez fait par écrit? Sur mon espace santé, très bien. Donc ça, j'y aurais pas accès. C'est daté et signé. Vous en désignez pas 5. Hein. De toute façon, c'est daté et signé. Donc ce qui compte pour le juriste, c'est la date la plus récente. Ça annule toutes les autres. Alors il y a un truc qui est compliqué, et j'y ai été confronté à titre personnel il n'y a pas très longtemps, c'est que tous les établissements de santé dans lesquels vous rentrez, ils vont vous dire désignez une personne de confiance. Et donc là, ça vous arrive peut-être de vous faire soigner dans différents établissements de santé, et là vous allez vous retrouver avec 5 documents dans la région différents, avec 5 personnes de confiance, peut-être tout le temps la même, mais pas forcément non plus. Donc ça, c'est quand même un tout petit problème. La personne de confiance, depuis 2016, elle peut faire autre chose qu'être consultée dans l'arrêt des soins. C'est particulièrement important dans le milieu du handicap. Elle peut accompagner le patient dans les démarches de soins, en particulier dans les consultations. Ça, c'est extrêmement, extrêmement important. Elle peut transmettre à l'équipe soignante les volontés de la personne au cas où celle-ci est hors d'état de s'exprimer. Vous êtes peut-être aidant de quelqu'un qui a une démence débutante ou qui a des troubles cognitifs suffisamment importants pour qu'elle ne puisse pas répondre à la consultation. Eh bien, votre personne de confiance, elle peut vous accompagner pour vous aider. Ça, c'est hyper important parce que souvent, vous avez peut-être eu cette expérience, les médecins en consultation, ils vous sortent en disant « je veux être seul avec mon patient ». Ça m'est arrivé, moi médecin, accompagnant quelqu'un dont j'étais l'aidant, qui a un Alzheimer, il m'a sorti de la consultation. Je lui ai dit « je vous préviens, ça ne va pas être facile ». 10 minutes après, il est venu me chercher en disant « bon, vous pouvez venir ». Mais là, en l'occurrence, je n'étais pas la personne de confiance désignée, j'étais simplement aidant. La personne de confiance, elle est en droit, au sens fort du mot en droit, d'accompagner la personne qu'il a désignée dans les démarches de santé. Et aussi, hors démarches de santé, dans toutes les démarches sociales et médico-sociales, en particulier à l'entrée en EHPAD, par exemple. Ou d'autres démarches médico-sociales, je trouve que celle-là, c'est la plus importante. Bon, évidemment, vous ne confondez pas la personne à prévenir et la personne de confiance, c'est deux choses qui sont différentes. La personne à prévenir, c'est oral. Là, je ne vous demande pas de justificatif, mais la personne... Alors que c'est compliqué, hein, la personne à prévenir. On a eu l'exemple, il n'y a pas très longtemps, un monsieur d'une trentaine d'années victime d'une rixe, pas en état de parler. Le lendemain de la rixe, il y a une petite dame qui arrive, je suis sa compagne, très bien. Il a 30 ans, donc il a des parents qui vont venir. Et les parents arrivent après la compagne, et on leur dit aux parents, il y a la compagne qui est déjà venue. Et là, ils nous disent, mais comment ça, mais quelle compagne? C'est rien, moi, sa compagne, il y a une dame qui s'est présentée comme étant sa compagne. Mais on ne la connaît pas, il est hors de question que vous lui donnez des noms. Alors ça, c'est quand même particulièrement délicat,
En France, comme vous le savez, vous avez peut-être été déjà à l'hôpital, on ne vous demande pas de votre carte d'identité quand vous rentrez dans le service de soins. Il y a des pays où c'est le cas. Encore une fois, j'ai travaillé au Québec, et au Québec, vous ne rentrez pas dans l'hôpital si vous n'avez pas montré votre carte d'identité. Et donc les gens, moi, ils me disent, je suis sa compagne, je ne vais pas lui demander sa carte d'identité ni le certificat de Pax. Hein. Donc, il a fallu qu'on explique à la maman que dans l'ignorance où on se trouvait des relations, on lui donnerait des nouvelles. Un truc que ne comprennent pas non plus tout le temps les établissements, est-ce que la désignation de la personne de confiance est obligatoire? Non. C'est un droit des patients. S'ils ne veulent pas, c'est leur droit de ne pas désigner la personne de confiance. Il faut leur expliquer, franchement, que c'est leur intérêt quand même. Mais c'est leur droit de ne pas la désigner. Le rôle des établissements de soins et médico-sociaux, c'est de proposer la désignation de la personne de confiance et de proposer la rédaction des directives anticipées. Si les gens disent non, ils ont le droit de refuser. Les majeurs protégés. Alors les majeurs protégés, c'est compliqué pour la curatelle, par exemple, et les mesures de protection juridique hors tutelle. Dans le domaine de la santé, les patients sous curatelle, sous habilitation, sous sauvegarde, ils peuvent désigner une personne de confiance de leur choix, comme n'importe qui. C'est moins vrai en cas d'admission de maison de retraite, où le juge doit avoir autorisé le curateur à donner, il doit demander l'avis du curateur. Alors je ne comprends pas pourquoi il y a une différence entre le soin et une maison de retraite, comme si le soin c'était pas si important que ça, mais il y a une différence juridique entre les deux. La tutelle, ça c'est plus clair. La tutelle, le majeur protégé, le majeur sous tutelle ne peut pas désigner une personne de confiance. Si la personne de confiance a été désignée avant la mesure de tutelle, le juge des tutelles doit valider ou pas cette désignation. C'est pareil dans le cadre du médico-social. Dans quel sens on fait les choses lorsque ça se présente? C'est-à-dire, on est en situation d'obstination déraisonnable. Dans quel sens on va faire les choses? La top priorité, c'est les directives anticipées à l'heure actuelle. Je ne suis pas sûr que ce soit une idée formidable, mais la loi, c'est la loi. Voilà. De temps en temps, je trouve que 130 sur l'autoroute, c'est quand même un peu limité, mais c'est la loi. Donc voilà, les directives anticipées, c'est la loi. On les consulte. On consulte notre équipe soignante, on consulte la personne de confiance. À défaut de la personne de confiance, on va consulter la famille. Et je répète, la personne de confiance, elle est désignée par écrit. Parce que sinon, les gens qui arrivent en me disant « je suis sa personne de confiance », les menteurs, j'en ai vu plein dans ma vie de médecin. La situation la plus simple, c'est vous êtes en instance de divorce, et là, pas de bol, vous avez une pathologie gravissime, vous êtes dans le coma. Si c'est vous qui voulez partir, par exemple, mauvaise mayonnaise, parce que votre conjoint dont vous voulez vous séparer, il va venir vous voir en nous disant « je suis son mari » ou « je suis sa femme ». Ça nous est arrivé plusieurs fois. Ceux qui meurent, ils meurent, mais il y en a qui récupèrent et qui redeviennent conscients. Et là, de façon assez surprenante, on voit que quand le conjoint leur rend visite, ils font la gueule. Donc ça, c'est bizarre. Donc on finit par leur demander s'il n'y a quand même pas un souci, là, et ils se sont exprimés en disant « bah oui, on était en situation de rupture ». Et ça m'est arrivé dans ma vie personnelle, alors pas à moi, mais à une amie, qui a sauté par la fenêtre parce qu'elle était en instance de divorce et que ça se passait pas bien. Et donc évidemment, quelle est la personne qui est arrivée pour visiter pendant qu'elle était intubée ventilée? Le conjoint. Après, heureusement, ça n'a pas duré longtemps, elle est extubée et elle a pu s'exprimer. Donc il y a un truc que je challenge fortement, qui énerve les familles, mais je vous le dis, je ne considère pas que le proche représente les intérêts du patient.
Il y a trop, et je ne parle pas du proche héritier du patient. Et ça aussi, ça nous est arrivé. Donc, mais ça, je ne le sais pas forcément, ce n'est pas écrit sur sa tête qu'il est héritier du patient. Ce n'est pas écrit sur sa tête que le revenu du couple, c'est celui qui est dans le coma qui les a, et que tant qu'il est dans le coma, la pension est versée, mais que le jour où il est décédé, il n'y a plus de pension. Ça aussi, ça nous est arrivé. Évidemment, je le sais, loin a posteriori. Je ne le sais pas sur le coup, tout ça. Donc, le patient, le proche, en dépit de ce que peuvent penser les familles, je ne considère pas que le proche représente les intérêts du patient. Puis je ne suis pas le seul à le penser, il y a aussi une littérature médicale qui dit la même chose que je dis là. Donc, madame, les directives anticipées, ce n'est pas oralement, c'est écrit. Et la personne de confiance, c'est très important qu'elle soit désignée par écrit. Alors les deux doivent avoir signé. Voilà, c'est ça. Vous avez signé et elle a signé. Vous ne devez pas désigner une personne de confiance qui n'est pas au courant. Voilà, c'est ça. Vous êtes curatrice. La personne dont vous êtes la curatrice peut désigner qui elle veut comme personne de confiance. C'est ce que je viens de vous dire. Sous curatelle. Ah oui. Je désigne comme personne de confiance, madame, un tel, ou ma mère si c'est le cas. En cas de déficience intellectuelle sévère, là, il n'y a plus de possibilité de désigner la personne de confiance de la part du majeur. Il faut qu'il ait des capacités cognitives. C'est pareil pour les DA, il faut qu'il ait des capacités cognitives. Tout ce que je vous ai dit sur les majeurs sous curatelle, sous sauvegarde, sous habilitation, ont le droit de rédiger des DA, ont le droit de désigner une personne de confiance, ça s'entend s'ils ont une capacité cognitive. En l'occurrence, vous ne serez pas la personne de confiance parce qu'elle n'aura pas pu vous désigner par écrit comme étant sa personne de confiance. Moi, il y a le bon sens qui va s'appliquer. Donc moi, le médecin consultant, il m'a fait sortir. Et puis au bout de 10 minutes, il a bien compris que ma présence était importante parce que... Oui, bien sûr, bien sûr. Il faut vous mettre à la place de l'autre côté de la table, à la place du médecin. Il ne connaît pas les relations entre les gens et 10 minutes, c'est le temps qu'il a fallu pour qu'il se rende compte que la personne, elle était complètement pas capable de répondre à ses questions et qu'il fallait qu'il ait un aidant, sinon c'était pas possible. Donc, je ne trouve pas que c'est 10 minutes de perdu. Moi, je comprends bien que de votre point de vue, vous considérez que de droit, vous êtes l'aidant. Ces 10 minutes-là, ça a permis au médecin de se rendre compte que oui, il avait besoin d'un aidant parce qu'il n'allait pas pouvoir tirer quoi que ce soit du patient. Et voilà, au bout de 10 minutes, je suis rentré et puis la consultation s'est déroulée. Je pense qu'il faut que... c'est des situations qui sont toujours délicates et il faut que tout le monde y mette un peu du sien, quoi. Ce qui aurait été inquiétant, c'est qu'il ne me fasse pas rentrer du tout, là. Parce que forcément, il aurait rien... Je sais qu'il aurait rien pu avoir comme réponse à ces questions. Et alors là, qu'il se soit fait une idée de la situation sans avoir de réponse à ces questions, là, ça m'aurait vraiment inquiété. Oui, si c'était un tuteur, c'est différent. Moi, j'étais aidant familial, c'est tout. On discutait avec une dame tout à l'heure là, sur l'acculturation des médecins aux évolutions de la loi. Le problème, c'est que les lois évoluent très très vite. Les tutelles changent de périmètre, les malades changent de droit et les docteurs, ils ne le savent pas toujours. Et donc, quand vous êtes un médecin qui a dans sa patientèle beaucoup de gens en situation de handicap et qui est très fréquemment confronté à cette problématique, bien sûr, il n'y a pas de problème. Mais quand vous avez un patient sous protection juridique qui vous arrive une fois tous les tremblements de terre, vous ne suivez pas forcément l'évolution de la loi. Donc nous, on a un service juridique, mais le service juridique, malheureusement, il ne travaille pas H24 et 7 jours sur 7. Donc les lois concernant la protection juridique, elles évoluent vraiment très très vite et beaucoup plus que les médecins ont la capacité à se tenir au courant quand
le soin d'un majeur protégé n'est pas leur pain quotidien, ce qui est le cas de la majeure partie des docteurs. Je comprends tout à fait ce que vous dites. Pour autant, encore une fois, enfin, le nombre de proches qui ne représentent pas clairement les intérêts du patient, c'est pas une vue de l'esprit, quoi. Alors évidemment, si vous êtes la maman, c'est probablement pas le cas, mais c'est pas toujours la maman, c'est souvent un conjoint, et c'est pas toujours simple. Alors la schizophrénie, c'est un bon exemple parce qu'en plus, j'imagine que votre fils, de temps en temps, il doit faire complètement illusion et avoir un discours qui paraît sensé à la personne qui est en face de lui. Et donc, le médecin, effectivement, à pas vous garder à la consultation, et ça m'étonne pas que vous soyez obligé d'insister parce que sur un premier contact, il va pas percevoir le fait que les informations sont complètement erronées. Et c'est vrai aussi chez les déments parce que celui que je suis qui a un Alzheimer, il fabule complètement. Il a des trous, il perçoit pas, il se rappelle pas, mais il remplace. Et donc il dit des trucs complètement farfelus, dont je sais qu'ils sont faux, quoi. Votre critère d'évaluation, c'est de proposer la rédaction des directives anticipées et de proposer la désignation d'une personne de confiance. Si votre résident il décide pour une raison X ou Y de ne pas le faire, c'est son droit le plus strict et ça ne doit pas... Enfin, c'est pas une case à cocher, les directives anticipées. Vous avez fait la proposition, pour une raison X ou Y, il ne le fait pas, bah vous satisfaisez aux critères HAS. Maintenant, vous avez un autre problème, c'est que vous avez envie de savoir ce qu'il faut faire en cas de problème. Donc, si le patient a un déficit cognitif, bah, il faut essayer de s'entourer, de discuter avec la famille, de savoir ce que veut faire la famille, parce que vous n'avez pas d'autre choix. Là, en l'occurrence, avec toutes les limites que j'ai signalées, mais vous n'avez pas d'autre choix. C'est compliqué, je ne peux pas vous dire autre chose. Il y a 1 an ou 2, là, j'ai eu une patiente dont la personne de confiance était le chauffeur de son VSL. Alors je peux vous dire que quand vous lisez ça sur la désignation de la personne de confiance qui était faite parfaitement bien, bah la première impression c'est de se dire mais qu'est-ce que c'est que ce truc farfelu, quoi. Et en fait non, la seule personne qui est venue la voir pendant l'hospitalisation c'était effectivement le chauffeur du VSL. C'était une dame qui était complètement isolée socialement et donc la seule personne avec laquelle elle entretenait un lien c'était bien ce chauffeur-là. Et malgré tout, bah, on a considéré qu'il représentait la personne. Et donc, si l'aidant paraît un peu curieux, on va dire, dans sa relation avec le patient, il va falloir prendre un peu de temps probablement pour que l'équipe soignante valide le fait qu'il soit réellement un aidant. Et après, normalement, elle devrait s'en servir comme ressource, parce que de toute façon, si la personne, elle n'est pas capable de s'exprimer, ça va être notre seule ressource, quoi. Alors, ce que vous avez, dans une directive anticipée, vous avez le droit de refuser des soins. D'accord ? Loi Kouchner, je consens à ce qu'on fait, ou je refuse, voilà. Mais vous n'avez pas le droit de proposer un soin. Vous ne voulez pas. Quand vous allez voir votre docteur, vous lui dites pas « j'ai la grippe, donnez-moi les médicaments de la grippe » ou « je veux une prothèse de hanche si vous allez voir un chirurgien ». Vous lui dites « j'ai mal à la hanche, qu'est-ce que vous en pensez ?» Et lui, il vous dit si c'est le traitement. Ah bah oui, est-ce que vous acceptez la réanimation ? C'est pas j'exige d'être réanimé. Je vous propose d'être réanimé. Est-ce que vous êtes d'accord ? Bah, vous me dites non, éventuellement. Mais c'est pas vous qui me dites je veux être réanimé, quelles que soient les circonstances. Non, mais les deux témoins, eux, ils signent. Mais elle ne signe pas. Non. Ça fait foi. C'est les témoins qui font foi.
Et à ce moment-là, c'est les témoins qui font foi et qui signent. Quand vous avez rédigé des directives anticipées, vous avez intérêt à expliquer à votre personne de confiance leur contenu. Il ne s'agit pas qu'elle les découvre à la dernière seconde, quoi. Ça doit être... c'est deux démarches conjointes, quoi. Toutes les admissions en réanimation sont des situations d'urgence par définition, donc là, on contournera systématiquement les DA, c'est la loi. Hein. C'est la loi. Les directives anticipées, il n'y a pas d'urgence à les appliquer. On aura tout le temps d'arrêter les traitements après. La décision d'arrêt de traitement, on ne peut pas revenir en arrière. D'accord ? Une fois que la personne est morte, elle est morte. Donc cette décision, il faut qu'elle soit prise, mûrement réfléchie. C'est pas à 2 heures du matin, c'est pas l'équipe de garde, c'est pas le chirurgien de garde qui va prendre cette décision. L'urgence, elle est prise en charge, et après, on se pose autour de la table, avec la personne de confiance, avec tout le monde, on regarde les directives anticipées, et à ce moment-là, on les applique, et on revient en arrière. N'oubliez pas qu'il y a des faux en matière de directives anticipées. Il y a des familles qui arrivent avec un document et dans plusieurs circonstances, les juristes qui sont tout à fait au courant de ça, dans plusieurs circonstances, les DA, elles ont été fabriquées par la famille de toutes pièces. C'est pour ça que déjà, quand c'est la famille qui nous amène les DA, je les regarde déjà un peu de travers, moi. Donc, il faut qu'elles soient sur vous. Ça, c'est sûr. Je considère que c'est la représentation de votre volonté. Quand la famille les amène, en plus quand c'est tapé sous Word, j'ai une petite